Alors, il me fait plaisir d'animer cette deuxième partie de la matinée. Je suis Joanne Villeneuve de l'Université du Québec à Montréal. Je vais donc vous présenter les deux prochains conférenciers. Alors, tout d'abord, Thomas Carrier-Lafleur, qui est stagiaire postdoctoral Banting et chargé de cours à l'Université de Montréal. Il est notamment l'auteur de L'œil cinématographique de Proust, publié aux éditions Garnier. Auteur également de Une philosophie du temps à l'état pur, l'autofiction chez Proust et Jutras, publié chez Vrin et Presse de l'Université Laval. Il fait partie des comités de rédaction de Nouvelle Vue et Sens Public et est également membre du Graphix, de Figura, du regroupement Les Arts Trompeurs, du CRIHN, de la chaire de recherche du Canada en études cinématographiques et médiatiques, de la chaire de recherche du Canada en écriture numérique et du partenariat international TECNES. Il a très peu de loisirs. C'est deux enfants. Ses recherches portent sur l'œuvre de Marcel Proust, on l'aura deviné, le roman français des 19e et 20e siècles, l'histoire littéraire des médias, les mythes de la littérature moderne, la production spatiale à l'ère du numérique et le cinéma québécois. Alors, je l'invite à venir présenter sa conférence. Un grand merci, Joanne. Je suis content de présenter quelque chose parce que je vais faire ce que je n'ai pas fait beaucoup dans les 2 dernières journées, m'asseoir. Donc, tous les prétextes sont bons pour s'asseoir. Je commencerai par quelques remerciements. Je vais partir mon chronomètre également parce que je suis discipliné. Voilà, quelques remerciements tout d'abord à 2 personnes qui m'ont aidé à trouver les exemples littéraires, surtout pour constituer cette communication, à savoir Guillaume Pinson et Mélodie Simard-Aude. Guillaume Pinson, doyen à la faculté des lettres et sciences humaines à l'Université Laval, qui a écrit un super livre sur l'imaginaire médiatique. Et Mélodie Simard-Aude, qui est beaucoup plus intelligente que moi, qui a fait une thèse vraiment brillante sur le grand reportage et la figure du reporter. Donc, il soit remercié. Je remercie également ma fille Mathis, qui vient d'avoir 2 ans, mais c'est pas pour ça que je la remercie, c'est parce qu'elle et moi, on est très proches et on partage absolument tout, surtout les virus qu'elle ramène de la garderie. Donc, je vous préviens, ça fait 2 semaines que je combats une bronchite, laryngite, cancer du poumon, que sais-je. Et donc, si vous avez l'impression que je perds la voix, que je manque de souffle, eh bien, c'est parce que je perds la voix et que je manque de souffle. Donc, je vais essayer de faire de mon mieux. C'est la première fois que je parle autant dans les dernières semaines. Voilà, donc au cours des 25 prochaines minutes, je tenterai de faire la lumière avec vous sur un terme de la citation de Maurice Leblanc qu'à peu près tout le monde peut voir en avant, celui de marche. Donc, le cinéma arrêtera bientôt sa marche ascendante, disait-il. En effet, à travers cette idée reçue qui émane d'une époque encore en grande partie cinéphobe, pour parler comme Alain Caroux, le père d'Arsène Lupin met involontairement le doigt sur un des paradigmes les plus névralgiques de l'imaginaire cinématographique, soit le paradigme de la marche et de la distance traversée, ou pour le dire autrement, du mouvement et de la portabilité. Je ne ferai pas vraiment de différence entre mobilité et portabilité, même si je crois qu'il y en a une, mais je me réfère au sens commun, tout simplement. Donc, pour développer cette image du cinéma comme objet éminemment mobile, je serai amené à établir une comparaison avec un second média, c'est-à-dire, comme l'indique le titre de ma communication, à rapprocher le cinéma du journal. Pas vraiment un punch. Donc, résumé très schématiquement, mon hypothèse est tout simplement celle-ci, à savoir que sans mobilité, il n'y aurait ni cinéma, ni journalisme. Par conséquent, l'imaginaire du premier média rencontre celui du second sur un point bien précis qui sonne un petit peu comme un dicton, à savoir il faut se déplacer pour exister, pour mieux vivre. Journal et cinéma dialoguent ainsi dans leur constante recherche de mouvement et de portabilité. Donc tous les deux partagent un même impératif qui est celui de la portabilité. Je serai donc amené à insister sur 2 schémas caractéristiques de cet imaginaire hypermédiatique de la portabilité journalistique au cinéma. D'une part, je m'intéresserai à la complémentarité des figures de la salle de rédaction et du reporter, et d'autre part, j'examinerai rapidement, si j'ai le temps, 2 tendances de la mobilité journalistique au cinéma, ce qui peut-être nous amènera à basculer du mouvement vers une autre forme de déplacement qu'on pourrait appeler errance
ou déambulation. Je commencerai par une évidence, particulièrement évidente, mais qui me semble néanmoins utile de rappeler d'entrée de jeu, car comme le dit Hitchcock, vaut toujours mieux commencer par un cliché que terminer par un cliché. Donc cette évidence est la suivante. Tenez-vous bien, le cinéma est un art du mouvement. De son étymologie jusqu'à sa technique, jusqu'à l'imaginaire qu'il véhicule. Plus encore, il existe une stricte équivalence entre la conquête cinématographique du mouvement et le paradigme de la révélation de la réalité. Paradigme très important donc, pour l'histoire du cinéma. Comme on le voit par exemple ici chez René Barjavel, mais j'aurais pu prendre beaucoup d'autres exemples, cette idée du cinéma comme art du mouvement peut parfois prendre des dimensions un petit peu exagérées. Donc, je cite, je ne sais pas si Charlotte est dans la salle pour la danse parce qu'elle ne serait pas contente. Et voilà, donc le cinéma est le seul art qui dispose du mouvement. La danse elle-même traîne à ses chevilles le boulet de la pesanteur. L'inertie de la matière fige l'élan des flèches de Chartres et du disco-ball. C'est notre imagination qui continue leur geste, dresse l'athlète épanoui, triomphant et porte la pointe de la cathédrale jusqu'au cœur de Dieu. J'essaie de reprendre mon souffle pour un autre exemple de ce paradigme d'un monde donné à voir grâce à l'omniprésence du dispositif cinématographique, un exemple qui est un petit peu moins intense quand même. Donc, c'est en mettant le monde sous les yeux des foules que le cinéma a exercé une influence dont il est difficile de mesurer la portée. Supprimant les distances, forçant les moins curieux à voir, les plus sédentaires à faire dans un fauteuil des voyages qui leur offrent des occasions de comparaison, de confrontation inattendues, il a lentement modifié les mœurs de centaines de millions d'êtres humains, et encore plus aujourd'hui. Et évidemment, donc, ce qui m'intéresse ce qui m'intéresse ici, c'est le rapprochement qu'effectuent les deux auteurs entre cinéma et journalisme. Parce qu'en effet, pour René Jeanne et Charles Ford, et ils ne sont pas les seuls, donc je les cite encore, le monde réel, sous tous ses aspects, c'est aussi exactement le rôle, la mission de la presse. C'est eux qui mettent la majuscule, ce n'est pas moi. Ce serait donc par la recherche d'une multiplicité de points de vue sur le monde, à la fois, je suis désolé pour les citations, j'aurais dû penser qu'on était dans cette salle, qui est mal conçue. Voilà, donc c'est par leur commune recherche d'une multiplicité de points de vue sur le monde, à la fois dans ce qu'il a d'extraordinaire, mais aussi dans ce qu'il a de banal et de quotidien, que la mission, entre guillemets, de l'activité journalistique dialogue un peu peut-être avec celle du cinéma. Cette idée d'une somme hétérogène qui traduit la réalité du monde n'est d'ailleurs pas sans rappeler, je tire peut-être un petit peu la couverture de mon côté, mais je ne crois pas, n'est d'ailleurs pas sans rappeler la définition que donne Bergson, Henri, de l'objectivité dans sa thèse. D'ailleurs, j'aurais bien aimé écrire quelque chose comme ça dans ma thèse. Donc, je cite, « Nous appelons subjectif ce qui paraît entièrement et adéquatement connu », qui est déjà curieux comme façon de le présenter, parce qu'on aurait tendance à croire que c'est l'inverse. Objectif, ce qui est connu de telle manière qu'une multitude toujours croissante d'impressions nouvelles pourrait être substituée à l'idée que nous en avons actuellement. Et pour aller plus loin, je crois qu'on retrouve une telle profusion objective, entre guillemets, de points de vue dans un des lieux les plus importants de l'imaginaire journalistique, à savoir dans la salle de rédaction, dont j'ai dit que j'allais parler. Or, il s'agit là, a priori, d'un paradoxe, puisque la salle de rédaction n'est pas un dispositif mobile qui multiplie les points de vue sur le monde. D'une certaine manière, on pourrait même dire que la fonction de la salle de rédaction est l'antithèse de celle du reporter, comme la fixité est l'antithèse du mouvement. Par contre, à y regarder de plus près, on se rend bien compte que la salle de rédaction est un espace en constante ébullition où les corps et les objets sont toujours en mouvement. Plus encore, la salle de rédaction est un lieu qui agence tous les mouvements du dehors, donc de l'extérieur, afin de les condenser vers un espace nouveau, celui de la page de journal ou maintenant celui des différents écrans sur lesquels on peut lire la presse. D'ailleurs, c'est des vieux écrans que j'ai mis, je n'ai pas mis d'iPad, mais j'aurais évidemment pu en mettre un. D'ailleurs, en tant que lieu hiérarchisé et découpé en une série d'espaces relativement autonomes, donc le bureau du rédacteur, le bureau des reporters sportifs, tout ça, la salle de rédaction est à l'image de la page
de journal elle-même, avec toutes ses rubriques et avec toutes ses divisions. C'est par exemple ce que nous rappellent constamment les cloisons vitrées qui séparent les différents sous-espaces de la salle de rédaction que le cinéma aime beaucoup mettre en scène. Vous excuserez mon cancer du poumon 2 secondes. Voilà. Donc, il est toutefois intéressant de constater que, même confiné dans un lieu en apparence clos et hiérarchisé, le journaliste demeure un personnage en constant mouvement et qui précisément va devoir traverser toutes les frontières qui délimitent un espace pour être en mesure de bien faire son travail et de bien remplir sa mission. En effet, même si la salle de rédaction assigne une place fixe à chacun de ses occupants, le cinéma nous rappelle sans cesse que les journalistes sont d'abord et avant tout des personnages faits pour l'action, des personnages faits pour le mouvement, des personnages mobiles. Pour le dire avec les mots de Fredric Jameson, que vous ne verrez pas car ils sont à l'extrême bas de l'écran, le bureau peut être l'espace de mouvement de caméra d'une expressivité extraordinaire. Fin de la citation. Et bien sûr, si la caméra se déplace autant, même dans un bureau, c'est pour mieux suivre les mouvements des journalistes. Donc, je précise que c'est un texte où Jameson parle de journalistes, donc ce n'est pas une citation tirée juste pour apporter du grain à moudre. La salle de rédaction est donc un lieu qui accumule patiemment les signes pour mieux exploser soudainement de l'intérieur, comme on le voit très souvent dans les fictions du journalisme, suite à un coup de téléphone. Ensuite, tout se bouleverse et tous les journalistes courent partout pour arriver les premiers sur l'événement ou pour être les premiers à sortir la nouvelle. Mais au même titre qu'il est appelé à transgresser les limites de la loi pour mener sa propre enquête, le journaliste ne pourra pas se restreindre à la salle de rédaction pour produire son objectivité. Pour produire la vérité, pour rendre l'objectivité accessible à tous, il doit en effet obligatoirement parcourir de nouveaux espaces et traverser d'autres frontières. Quand je donne des cours de cinéma, je demande qui a vu ce film-là, mais je n'oserais pas le faire ici. Donc, je précise d'ailleurs que ce topos de la mobilité journalistique ne date évidemment pas d'hier, de même qu'il n'est pas propre à la représentation cinématographique du reporter. Et en effet, j'ai sorti 2 exemples littéraires qui vont exactement dans ce sens-là et qui, comme de raison, tous 2 proviennent de la presse. Comme quoi la presse parle d'elle-même. Le premier, sous la plume d'un illustre inconnu, journaliste nommé Gaston Vassy, dans la rubrique des faits divers du Figaro, en 1874. Ce n'est d'ailleurs pas lui qui est à l'écran dans le cimetière, mais bon, si vous voulez croire que c'est lui, vous en avez tous les droits. Je cite, donc c'est par le cimetière du Père-Lachaise que j'ai commencé ma visite. L'éboulement s'est produit le long du mur d'enceinte, à 100 mètres environ de la mosquée du cimetière musulman. On arrive là en passant par-dessus le mur au moyen de 2 échelles disposées à cet effet. Et c'est surtout ça, ce passage-là qui m'intéresse. La consigne est de ne laisser entrer que les ouvriers, mais les reporters du Figaro ont libre passage partout, comme tous les reporters par ailleurs. Mais le Figaro se vantait particulièrement d'avoir des reporters mobiles, ce qui rend la chose intéressante pour nous. Un peu plus tardif et aussi un peu plus intense, un deuxième exemple, merci à Mélodie, provient de l'écrivain décadent Camille Maudelaire, encore dans le Figaro, un texte qui s'appelle Le Reporter en 1892. Donc, on n'est pas loin de l'invention, entre guillemets, du cinématographe. Donc, je cite, « Nul ne peut arrêter la course du reporter. Les derniers spécimens de concierge ont été pulvérisés ou du moins très fortement houspillés sur son passage. » Je ne sais pas ce que ça veut dire houspiller, mais je devine un petit peu. Il va sans dire que le reporter est chaussé de bottes, souliers vernis, souliers de plage, raquettes, chaussons snowboots, pourquoi le dire en anglais, qui est ferré à glace pour les expéditions au pôle Nord, qui est transportable en chemin de fer, traîneau, fiacre, taxi, dos de chameau, chariot à bœuf, dos de mulet, paquebot, banquise, aérostat et bois flotté, etc., etc., en sorte, et ça c'est bien, qu'il faut laisser toute espérance de fuir son incompréhensible ubiquité. En somme, il me semble que Vassy et surtout Mauclair soulignent ici quelque chose de très important, et c'est la même chose que tous les 2 soulignent, à savoir qu'en raison de sa capacité phénoménale de mouvement, le reporter est non seulement une sorte de machine, mais est aussi un personnage véritablement héroïque. Pour le dire avec Baudelaire, parce que c'est toujours mieux de dire quelque chose avec Baudelaire que de le dire avec soi-même,
Le journaliste est le véritable peintre de la vie moderne, texte où il est justement question d'un journaliste, à savoir le dessinateur-reporter, Constantin Guy. Je cite un passage qui va un petit peu dans le sens de ce que je développe depuis 13 minutes. Ainsi il va, il court, il cherche. Que cherche-t-il? À coup sûr, cet homme tel que je l'ai dépeint, ce solitaire, doué d'une imagination active, toujours voyageant à travers le grand désert d'hommes, a un but plus élevé que celui d'un pur flâneur, un but plus général, autre que le plaisir fugitif de la circonstance. Il cherche ce quelque chose qu'on nous permettra d'appeler la modernité. Hein, comme quoi le rôle du reporter, du journaliste est essentiel pour la vie moderne, selon Baudelaire, qui était lui-même journaliste à ses heures et qui était particulièrement mobile. Je crois qu'il y a eu 45 appartements à Paris. Donc, il a vraiment bien exploré sa ville. Cette caractéristique héroïque, entre guillemets, donc du mouvement du reporter, se reflétera ensuite dans le roman d'aventure, par exemple, chez Jules Verne. Jules Verne qui détestait Baudelaire. Donc, dans Les Voyages extraordinaires, en effet, on retrouve non seulement une quantité de reporters, dont le plus intéressant est peut-être le Gédéon Spilett de l'île mystérieuse, mais aussi toute une série de trajets visant à faire le tour du monde le plus rapidement possible. Naturellement, l'aventure du mouvement propre au reporter va ensuite migrer vers la bande dessinée, dont voici quelques exemples parmi les plus connus. Gaston Lagaffe est évidemment le contre-exemple de ça, mais tous les autres vont dans le sens que je tente de développer. Et en effet, on y voit que pour le reporter, c'est la terre entière qui devient une sorte de terrain de jeu. Pour produire quoi? Pour produire de la vérité, pour produire de l'objectivité. Puis, pour le dernier arrêt de ce voyage où la mobilité est synonyme d'une forme d'héroïsme, nous avons bien sûr l'univers des super-héros. Univers qui, aujourd'hui, est éminemment cinématographique et aussi un univers sériel. Je ne sais pas besoin de vous dire, mais la plupart, mais plusieurs super-héros, pour se déguiser dans la vie de tous les jours, sont des journalistes et ils peuvent d'ailleurs utiliser leur super-pouvoir pour être plus rapides que tout le monde et avoir la nouvelle avant les autres. Et cette affinité aussi entre le reporter et le super-héros peut aussi souligner autre chose. Ça souligne quoi? Ça souligne la fonction sociale du journalisme et en particulier la fonction sociale du reporter en tant qu'individu qui se déplace pour faire changer les choses. Explorant les bas-fonds de l'existence humaine, la mobilité du héros-reporter permet de faire la lumière sur la corruption qui ronge nos villes et nos institutions, et dans le cas des super-héros, non seulement faire la lumière, mais tout simplement houspiller les méchants et s'en débarrasser. Je suis content que ça fonctionne. C'est le seul mouvement de mon PowerPoint. Ils vont remarquer que ça bouge en bas aussi, mais c'est plus subtil. Voilà. Comme on le voit bien avec le super-héros, être le plus mobile d'entre tous, le reporter n'est pas seulement une figure emblématique de l'activité journalistique, mais il est constamment associé à un vecteur de justice, donc vérité et justice. Même quand c'est un reporter corrompu, il est question de justice parce qu'il ne fait pas son travail. Donc finalement, on ne sort jamais de ce paradigme-là. Cette association entre mouvement et justice sera également très importante, constitutive même de l'âge d'or des fictions cinématographiques du journalisme dans les années 30 et 40. Dans le cinéma classique, peut-être même un petit peu dans les années 50, même si ça commence à diminuer. Donc, dans le cinéma classique, le journaliste demeure généralement une figure de référence pour penser des valeurs comme l'intégrité, des valeurs comme la droiture ou le courage. Dans ce schéma, la mobilité du reporter fonctionne comme le mouvement même de la vérité. Le reporter qui se déplace traîne avec lui cette espèce de révélateur de vérité et de justice. Plus encore, dans sa représentation classique et positive, le journaliste est toujours plus rapide que le système, plus rapide que la police et même plus rapide que le temps lui-même, puisque son but, c'est précisément d'être plus rapide que le ou la deadline. Je ne sais pas ce qu'on dit en français. Disons le deadline. Parlons de deadline, ça va. On ne pourra jamais, en effet, assez insister sur ce point, à savoir que le temps a toujours été l'ennemi numéro 1 des reporters. C'est pourquoi ils doivent aller plus vite que tout le monde. Toutefois, je ne suis pas historien, mais on peut croire qu'à partir d'un certain moment dans l'histoire du cinéma, un moment sans doute vague
élastique, mais tout de même moment, je crois, concret, on assiste de moins en moins à la victoire des reporters sur le temps, mais on assiste de plus en plus à leur défaite. Chez plusieurs cinéastes modernes, entre guillemets, de Billy Wilder à David Fincher, pour être très large, l'enquête journalistique n'est plus un moteur, ou très peu du moins, un moteur d'action, mais une situation mal définie dans laquelle les personnages vont progressivement se perdre et ne produiront plus rien. Corollairement, la salle de rédaction n'est plus un espace fédérateur, mais un lieu statique où le temps prive les corps de toute réelle capacité d'action et de tout mouvement. Donc, on voit le journaliste à sa table dans la salle de rédaction, pas savoir quoi faire, attendre qu'il se passe quelque chose, il ne se passera jamais rien. Il en sera de même justement pour la représentation de la mobilité du reporter. Le mouvement est maintenant transformé en une espèce de déambulation arbitraire et stérile, où l'espace devient complètement fabulé et immatériel. Vient donc un moment où la multiplicité des points de vue n'est plus productrice d'objectivité, mais prend la forme d'un labyrinthe insignifiant, hallucinatoire ou absurde, et comique souvent aussi. Il y a beaucoup de comédies qui reposent sur cette idée-là. De même, l'organicité du mouvement de l'aventure fait place à une sorte de structure paranoïaque ou tout simplement désintéressée. Pour reprendre une autre expression de Frederick Jameson, qui n'est pas à l'écran, donc tout le monde est sur le même piédestal, l'action journalistique se bute alors, je cite, à la vision impossible de la totalité. Vision impossible de l'objectivité aussi, ou de la vérité, on pourrait dire. Et j'en arrive donc à la conclusion. Si je résiste. Donc, d'une certaine manière, on pourrait même avancer que le cinéma contemporain, et c'est très exploratoire comme conclusion, vous me permettrez de tourner les coins ronds un peu et de dire les choses un peu à mon avantage. On pourrait même avancer que le cinéma contemporain est précisément construit sur une telle impossibilité du mouvement. Je généralise, mais vous comprenez l'idée. Confirmant le mot de Maurice Leblanc cité d'entrée de jeu, il faut sans doute admettre que le cinéma a bel et bien arrêté sa marche, donc j'insiste sur marche, sa marche ascendante. Avec le numérique, le mouvement n'est peut-être plus qu'un substitut de mouvement, de même que l'espace n'est peut-être, je mets des gants blancs, qu'un succédané d'espace. Toutefois, évidemment, cela n'est pas pour autant contradictoire ou triste, et ça peut tout à fait rimer avec de nouvelles possibilités esthétiques et avec un nouvel imaginaire qui sont tout aussi intéressants que par le passé. À titre d'ouverture, je lance donc l'hypothèse, je lance de façon très péremptoire, l'hypothèse que les paradigmes de la chasse aux images et de la course vers la vérité sont pour de bon terminés. Au moins amener ça comme idée ce matin. Ou du moins qu'ils, pour être plus réaliste, baignent peut-être plus que jamais dans un climat généralisé de scepticisme. Le fusil chronophotographique et la manivelle de l'opérateur semblent avoir définitivement laissé leur place au logiciel de traitement de l'image qu'on peut faire assis, comme une communication, où le temps et le mouvement ne sont plus que des données incompréhensibles à l'œil nu. De même, il me reste une demi-page et 3 minutes, je pourrais la lire lentement. De même, la multiplicité bergsonienne des points de vue semble maintenant nous amener dans cette bibliothèque de Babel décrite par Borges, où il est impossible de s'orienter. Dans le monde des fake news, d'où l'image en bas à droite, donc dans le monde des fake news et des faits alternatifs, nous semblons définitivement passer au-delà de l'ontologie de la preuve et aussi au-delà du combat entre le vrai et le faux, qui a longtemps canalisé l'imaginaire des fictions du journalisme, pour ne pas dire l'imaginaire du cinéma tout court. La mobilité n'est plus synonyme d'une recherche de vérité, pas plus que l'image n'est encore une trace de la réalité ou que le cinéma est encore un art du mouvement. En somme, et de manière évidemment polémique et un peu grossière, je crois qu'il n'est pas inutile de se demander, j'ai trouvé un lancer du disque chez Vertov, j'étais très content de moi quand j'ai trouvé ça. Je crois qu'il n'est pas inutile, pour faire écho à la citation de Barjavel, pour ceux qui ne s'en souviendraient pas. Donc voilà, je crois qu'il n'est pas inutile de se demander si la notion de mobilité
est encore complètement valide aujourd'hui, alors que des millions de caméras balaient toutes les surfaces du globe, sans compter tous les satellites qui peuvent zoomer à tout moment sur n'importe quelle réalité terrestre. À moins que, à l'inverse, puisque la notion même de mouvement semble maintenant derrière nous, il est peut-être plus que jamais temps de s'asseoir, comme je le fais, afin de réfléchir héroïquement, plus ou moins, à la notion de portabilité. Et sur ce, je vous remercie. En fait, c'est pour Thomas. C'est ton sujet très, très riche. On a vu que juste comme un survol, mais dans le cas des comédies romantiques hollywoodiennes où le journalisme est très, très, très présent, le rôle est souvent le même, à mon sens. Les journaux colportent la rumeur, donc ils ne disent pas la vérité. Hein? Donc, c'est toujours le jeu entre le privé et le public, me semble-t-il, dans ces comédies-là. Donc, le journalisme, c'est sûr que ça participe là, à grande figure, ça, je peux dire ça comme ça, de la modernité, mais en particulier dans les comédies, on se fout de la gueule des journaux un peu, si je peux dire ça comme ça. Oui, c'est la première fois que je tiens ce micro-là pour me rendre compte que c'est désagréable. Donc, je suis désolé à tous les intervenants qui sont passés ici avant. Je goûte ma propre médecine. Merci au Carrefour. Donc oui, mais tu as tout à fait raison même dans ce que Stanley Cavell appelle les comédies du remariage. Il y a quoi? Il y a 7 films, et sur les 7 films, ben, il y a un journaliste important d'au moins 6 des 7. Et en effet, ce rôle-là est particulièrement moins héroïque que celui des super-héros. Bon, qu'il faut prendre aussi avec un grain de sel. Les super-héros, c'est héroïque, mais dans une certaine mesure. Donc, tu disais le rapport entre la rumeur et mais par exemple, on prend The Philadelphia Story, donc Indiscrétion en français, une très bonne traduction, encore une fois. Mais certes, les journalistes ont un peu un rôle secondaire qui est, qui est tout le temps miné par autre chose, et surtout le rédacteur en chef d'un journal à Potin, donc, qui s'appelle Sidney Kidd. Mais mine de rien, c'est les journalistes qui sont envoyés dans le manoir donc, de Catherine Hepburn, qui s'appelle Tracy Lord, qui vont faire avancer l'histoire et qui vont amener la vérité, entre guillemets, à se révéler, à savoir qu'elle va comprendre qu'elle devait marier Cary Grant, ce qui est quand même le choix logique au départ d'ailleurs. Mais même moi, j'aimerais marier Cary Grant. Mais enfin, donc, même dans une comédie, tu as tout à fait raison, cette idée-là de vecteur de vérité est amoindrie, est moins intense, mais tout de même, je pense qu'on la retrouve justement via les codes de la comédie et, et dans une autre façon, dans un autre moule. Et je pense que le paradigme est là, mais il est certainement moins là que dans les extraits, par exemple, du Figaro que j'ai cité ou des super-héros. Mais c'est une bonne observation que dans tous ces films-là, qui sont des films mondains, d'une certaine façon, il y a des reporters, mais c'est pas des grands reporters qui font des grands reportages sur la guerre de Crimée ou tout ça. C'est quand même c'est le 7 jours. Mais même dans le 7 jours, il y a la fonction de révélation de la vérité, dont on peut rire, mais elle est là quand même. Quoi? C'est une très bonne remarque. Je me disais, c'est peut-être d'ailleurs au croisement des deux, je pensais ça plutôt à propos de Thomas, mais finalement, les questions qui ont été posées ramènent aussi. À ça, il y a la question sur le rapport à la portabilité, mais aussi à une forme d'ubiquité et la question des débuts de la télédiffusion aussi pourrait être intéressante à interroger et à croiser. Et je pensais juste à un exemple en particulier, c'était Edward Murrow avec son émission See It Now dans les années 50, début des années 50. Ouais. Et Edward Murrow, c'est celui qui a damé le pion à McCarthy à la télévision. Alors, il est connu pour ça parce que Clooney a fait un film sur lui à son sujet. Mais ouais, c'est ça. Et donc, mais il avait, et c'était assez intéressant parce que c'était il avait faisait une démonstration assez virtuose de la télédiffusion en direct. C'est-à-dire qu'il avait des reporters à l'est et à l'ouest des États-Unis, et puis l'émission se passait depuis le studio dans lequel il fumait et il téléphonait. Et il téléphonait à ses reporters et il convoquait les images de part et d'autre des États-Unis à partir de son bureau. Et donc, c'était le reporter, mais voilà, tout transitait par lui. Il avait une sorte de contrôle absolu. Centre névralgique comme la salle de Voilà. oui. Et donc, ça questionne, parce qu'il y a quand même des reporters qui étaient loin, qui ramenaient les images, mais une espèce de dialectique comme ça
dans le dispositif enfin, pour dire que la télédiffusion, ça peut être aussi un vecteur intéressant de réflexion. Complètement, et ce qui est bien, si je peux essayer de rebondir là-dessus, mais c'est la deuxième conférence que je fais sur cette idée-là, donc du reporter et du cinéma, ce qui est un peu un bonbon. Je me garde, je travaille jamais vraiment là-dessus, sauf parfois je fais des communications, c'est comme un sujet marginal par rapport à ce que, donc, pour dire bref, c'est pas Proust, mais bon, ça peut peut-être être pensé via Proust, mais ce qui est intéressant, je trouve, dans le rapport entre cinéma et journalisme, c'est André et ce qui est encore là. Mais bref, c'est de penser les deux comme deux hypermédias, justement, de ne pas parler de presse écrite seulement, mais de voir justement comment l'évolution de l'hypermédia journalistique intègre différents dispositifs et comment l'intégration de ces dispositifs-là change les paradigmes et aussi amène de nouvelles visions, donc de la mobilité, si on prend le sujet qui vous intéresse ici. Mais, et en contrepartie, ce qui est curieux, c'est, je disais, il y a eu une certaine fêlure à un moment dans l'histoire du cinéma. Je répète que je ne suis pas historien, donc c'est plus une sorte d'histoire esthétique dont je parle, mais c'est quand justement le cinéma, c'est un peu un lieu commun que je dis, mais devient concurrencé plus par la télévision, donc peut-être pendant les années 50 justement, que tout à coup, les fictions cinématographiques du journalisme commencent à présenter des reporters qui sont moins mobiles, qui sont moins héroïques, qui sont moins si, et ensuite ça va être rattrapé par le cinéma, donc le cinéma va réintégrer le journal télévisuel et va recommencer à montrer des reporters comme ça, mais il y a eu un petit moment de crise au moins à ce moment-là, donc tout à fait, c'est une remarque Et très Primary, dont je parlais tout à l'heure, se passe en partie dans une salle de rédaction aussi. Et voilà. Oui, bonjour, c'est aussi pour une question pour Thomas. Je voulais savoir, tu n'as pas beaucoup parlé en fait du rôle de l'appareil photo dans cette mobilité, c'est-à-dire du but d'aller voir avec un appareil photo. Je pense notamment, j'avais entendu un collègue parler du développement des magazines crime, true detective, etc., qui avaient encouragé les reporters photos uniquement à aller sur place des scènes de crime pour avoir la photo la plus proche du crime, c'est-à-dire dans le temps. Et que là, il y a eu vraiment tout un développement à la fois technique, culturel et qui est mêlé le journalisme pour accélérer en fait le rapport temps entre la photo, entre le crime, la photo et la publication. Et ça a fait les choux gras en fait de ce genre de magazine. Et là, je vois que tu nous as montré beaucoup de journalistes avec appareil photo. Et je me demandais si dans ton interprétation aussi de cette déprise d'héroïsme par rapport aux photographes, peut-être moins qu'aux journalistes, il y avait peut-être aussi cette question de la photo, du statut de la photo ou ou de la manière dont aujourd'hui on documente, on documente un événement, de Que la la manière. photo n'a plus cette trace héroïque en Ou elle-même que, parce qu'on peut tout le temps les oui, trafiquer. ou que sur place, il y a toujours quelqu'un avec un appareil photo. Il y a toujours déjà quelqu'un qui est Voilà, là c'est avant ça. nous. Oui. C'est-à-dire qu'il y a aussi le lien avec l'appareil photo lui-même dans cette évolution de l'imaginaire, de la place du journalisme et de la polarité, je dirais, positif et négatif que tu as montré dans ton travail. Tu as tout à fait raison, parce qu'en effet, la plupart des reporters que j'ai montrés ont non pas un stylo, mais un appareil photographique dans les mains. D'ailleurs, c'est toi qui avais présidé la séance de communication que j'avais faite la dernière fois. Donc, on continue ce qu'on avait dit au mois de mai. Et après, ça va être par courriel. Mais oui, donc d'ailleurs, et on voit avec Baudelaire, donc Constantin Guy, il ne va pas écrire un reportage sur la guerre, machin, il va faire des croquis. Et ça, si Mélodie était là, c'est pour ça que je disais que ce serait pratique de l'avoir. Si Marchand de McLuhan était avec moi, il pourrait m'aider, ou Mélodie Simard-Houd, mais justement, l'évolution de la presse, on voit avec l'intégration de la photographie dans la une des journaux, c'est quelque chose qui s'est fait progressivement pour des raisons techniques parce que c'était difficile. Et avant, c'était donc des dessinateurs qui essayaient de reproduire la scène de crime. Mais il y a beaucoup donc de journaux comme Le Figaro où on voit un mari avec le poignard donc comme ça et donc la pauvre femme, oh mon Dieu, non? Et tout à coup, donc on voit déjà que le journal essaie de se mettre tout de suite dans l'instant où la chose arrive par l'image. Et ça a été très long. Et évidemment, on ne peut pas envoyer un reporter qui clique au bon moment va pouvoir capturer cette merveilleuse scène-là. Mais oui, tout à fait. Aujourd'hui, le reporter se fait toujours couper l'herbe sous le pied, parce qu'il y a toujours quelqu'un qui est là avant lui. Ça fait écho à la conférence de Jeffrey Schnapp, qui était venu parler ici en avril, qui parlait justement de l'importance de collecter toutes ces données-là pour comprendre des événements comme un cataclysme ou tout ça. Comment, pour réellement comprendre l'impact d'un événement, il faut collecter toutes les images de tous les téléphones qui ont fait quelque chose. Et ce qui veut dire plusieurs choses.
j'en dirais une, peut-être que la figure du reporter est devenue un peu immatérielle aujourd'hui, c'est-à-dire c'est plus l'homme héroïque, le Constantin Guy qui va aller sur place, mais on est tous des reporters du quotidien. Et ce qui était d'ailleurs déjà une image que la presse véhiculait, je pense qu'il y a un feuilleton qui s'appelait Les reporters du quotidien, mais aujourd'hui ça devient de plus en plus concret et incarné. On s'en reparlera dans une troisième communication la prochaine fois. Si je peux juste me permettre une petite intervention, je pense que ce qui a pris peut-être un peu le relais de ça, c'est la télé, les chaînes spécialisées, là, ils ont vraiment pris le relais de ça. Autrefois, on avait ici au Québec Allopolis, le journal Allopolis. En fait, c'était juste c'est anecdotique. C'était juste pour rebondir un peu sur ce qui vient d'être dit sur la distinction entre photographie et journalisme, parce qu'en fait, tu intègres une image de blow-up dans le de blow-up d'Antonioni, qui est pas un journaliste, voilà. Donc, mais qui par contre a une réflexion sur la photographie et donc la question de ce que tu parles un peu de la vérité, l'objectivité, en allant jusqu'à Bergson, etc. On va se dire finalement qu'est-ce qui tient à la fonction du journaliste dans un imaginaire où effectivement il y a des variantes. Finalement, le journaliste n'est pas seulement quelqu'un qui cherche la vérité, même chez Fritz Lang qui pourtant est dans la vérité. Mais par contre, la photographie, est-ce que là il y a deux pistes ou est-ce que pour toi c'est la même? C'est que dans Blow Up, c'est pas journaliste, mais c'est un enquêteur. Et à quoi souvent sert le journaliste à faire des enquêtes? Sa Donc, fonction sociale, c'est pas celle-là. C'est non, mais c'est la fonction que le cinéma aime représenter. C'est-à-dire, la plupart du temps, dans les fictions cinématographiques du journalisme, c'est rare qu'on les voit écrire, parce que c'est un peu emmerdant, alors qu'on les voit tout le temps courir et essayer d'être plus rapide que la police, justement. Donc, c'est sur ce point-là qu'il y a le dialogue, évidemment, et donc que Blow Up peut faire partie de ça, et on peut regarder Blow Up avec The Passenger, qui est le seul film que Antonini a à peu près consacré à un reporter, avec Jack Nicholson, mais avec une histoire de double où il trouve son propre cadavre et donc le film continue là-dessus. Est-ce que c'est un film sur le journalisme par la bande? Mais oui, donc tu as tout à fait raison, il y a une forme d'indiscernabilité entre qu'est-ce que le journalisme, et on en parlait déjà avec Marion, et quiconque a un dispositif enregistreur d'images ou même de son, on peut prendre Blowout aussi, dont j'ai pris Blowout, on peut prendre Blowout de Palma, travaille ce paradigme-là de la vérité, de l'ontologie de la preuve, qui n'est pas propre au journalisme reporter, mais disons qu'ils l'incarnent de façon, qu'ils l'ont incarné de façon peut-être un peu plus intense.